invité, de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole et d'essayer de poser des pistes sur la question palestinienne. Comme vous le savez, donc, je suis plutôt spécialiste de l'Europe de l'Est, mais l'Europe de l'Est a été amenée à prendre un certain nombre de décisions sur le Moyen-Orient et la Palestine jusqu'à aujourd'hui. Et on en parle, donc c'est ce qui m'a amené sur ce terrain. Alors, j'étais déjà intervenu en 2020 à l'Académie de géopolitique de Paris au sujet du problème qui s'est développé en Palestine depuis la déclaration de Balfour et le partage de la Grande Syrie lors de l'accord Sykes-Picot. À cette occasion, j'avais développé l'hypothèse que ce qu'on a appelé à Oslo la solution à deux États n'était déjà à l'époque ni viable ni légitime pour trois raisons fondamentales. Cela ne tenait pas compte de la colonisation de la Cisjordanie, que plus de 700 000 colons juifs habitent désormais. Cela faisait fi du droit de retour des réfugiés palestiniens de 1948 malgré le droit international. Et cela faisait fi du droit à l'autodétermination du peuple de Palestine conformément à la Charte des Nations Unies. Hormis donc la question des colons, déjà établis à l'époque illégalement en Cisjordanie sur des terres confisquées, ce qui rendait difficile d'imaginer une cohabitation de populations juives et palestiniennes sans la capitulation totale, soit des Palestiniens ou bien de ce qu'on appelle l'État juif, c'est la question des réfugiés de 1948 qui restait fondamentale. Ces réfugiés ont démontré jusqu'à aujourd'hui ce que l'eurodéputé Rima Hatzran a clairement expliqué récemment, à savoir que cela durera autant de générations que nécessaire, mais les réfugiés palestiniens veulent retourner et retourneront donc sur les terres d'où ils ont été expulsés ou de leurs ancêtres. Et cela en conformité avec la résolution 194 de l'ONU, qui acceptait l'adhésion de l'État d'Israël à l'ONU sous la condition de ce droit de retour. Cela, de fait, remet d'ailleurs entre parenthèses jusqu'à aujourd'hui la légalité de l'appartenance de l'État d'Israël à l'ONU et à ce qu'on appelle la communauté internationale. En effet, l'État d'Israël avait été admis sur la base d'une décision de l'Assemblée générale des Nations unies, et je cite, « rappelant ses résolutions du 29 novembre 1947 et du 11 décembre 1948, et prenant acte des déclarations faites et des explications fournies devant la commission politique spéciale par le représentant du gouvernement d'Israël en ce qui concerne la mise en œuvre des dites résolutions. » La résolution du 29 novembre 1947 postulait le partage de la Palestine en deux États de superficie équivalente, sans enlever aux Palestiniens leur droit à l'autodétermination sur tout le territoire de ces deux entités postulées. Et la résolution du 11 décembre 1948 portait sur le droit de retour des réfugiés palestiniens. Toutefois, même si les accords d'Oslo se sont révélés aujourd'hui irréalisables, on doit constater qu'ils ont été conclus à une époque où le sionisme était en apparence plus modéré, voire socialisant, même si sans internationalisme, et que les partisans de ces accords, palestiniens, israéliens et occidentaux, pouvaient légitimement croire que la solution à deux États était possible, même si elle cachait en fait l'absence révélatrice de solution de la question des réfugiés. Aujourd'hui, la solution à deux États ne peut au mieux que constituer qu'une étape transitoire, car la réalité de la vie a démontré que la logique profonde du sionisme était celle d'un courant à visée extrémiste, raciste et suprémaciste, devant évoluer inéluctablement vers ce que beaucoup de chercheurs, en particulier israéliens, n'hésitent plus à appeler aujourd'hui le fascisme juif. En effet, personne ne peut plus ignorer aujourd'hui que l'État d'Israël, quel que soit son gouvernement, n'a jamais sérieusement cherché à laisser se former l'entité palestinienne prévue par ces accords. Il a limité d'emblée le rôle de l'autorité palestinienne, tout en la corrompant et en jouant la tactique du diviser pour régner, en laissant se développer le contre-pouvoir du Hamas contre l'OLP, puis en soutenant l'autorité palestinienne contre le Hamas, allant jusqu'à violer les résultats des élections palestiniennes en arrêtant les députés à peine élus et en empêchant ainsi la réunion du Parlement palestinien. Ce qui fait que l'État qui se proclame unique démocratie au Moyen-Orient a directement empêché la naissance d'une seconde démocratie. Comme on reconnaît un arbre à ses fruits, c'est cette évolution qui a enlevé au sionisme toute légitimité démocratique, retirant ainsi toute base aux prétentions libérales ou socialistes de la dite gauche sioniste. Cette gauche sioniste s'est retrouvée nue et au final marginalisée par son incohérence au sein même de l'entité qu'elle avait créée, face aux vieux courants sionistes révisionnistes de Jabotinsky et de Begin, dont on ne peut plus contester le réalisme et l'esprit de conséquence, devant aboutir à terme à Sharon, à Netanyahou et à la guerre de Gaza en 2023.
Ce constat est bien résumé par cette citation du journaliste Dominique Vidal, qui, même s'il continue à penser qu'il y a une différence entre l'extrême droite sioniste et la gauche sioniste, n'en reconnaît pas moins que, et je cite, que tous les partis de gauche comme de droite ont en commun un même projet colonial évident. Qu'en particulier en 1947-49, le MAPAM et le PALMAR, donc deux formations de gauche, ont joué un rôle capital dans la conquête des villes et villages arabes, et l'expulsion de leurs habitants est un fait établi. Par ailleurs, les lignes dites de 1967, mais en fait de 1948, censées servir de base à la création des deux États, ne sont en droit que des lignes de cessez-le-feu provisoires, conclues entre Israël et les États arabes, sans participation des représentants palestiniens, et donc sans droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Et ces lignes de cessez-le-feu ne tiennent pas compte du plan de partage de 1947, qui ne prévoyait d'ailleurs pas la création d'un État juif et d'un État arabe, comme beaucoup le croient, mais se limitait, en accord avec la législation des Nations Unies sur le droit à l'autodétermination, à seulement conseiller la création de deux entités en Palestine, dont il ne définissait ni le caractère juif de l'une, ni le caractère arabe de l'autre. C'est ce constat que développe le rédacteur en chef du Foreign Policy Journal, Jeremy Hammond, dans son article « Pourquoi Israël n'a en réalité aucun droit d'exister ». Et je cite « Les sionistes qui s'érigent en défenseurs des crimes d'Israël contre le peuple palestinien accusent fréquemment leurs détracteurs de tenter de délégitimer l'État juif autoproclamé. Israël, rétorque-t-il, a le droit d'exister. Mais il se trompe. Il ne s'agit pas de pointer ici du doigt Israël. Le droit à l'existence d'un État n'existe pas, point final. Aucun droit de ce type n'est reconnu par le droit international. Logiquement, il ne devrait donc pas exister. Le concept même de droit d'exister d'un État est absurde. Ce sont les individus et non les entités politiques abstraites dont les droits sont garantis. Depuis le 7 octobre 2023, la question revient en permanence de savoir qu'en droit, contrairement à ce qu'on appelle en réalité politique le rapport de force, un mensonge, même répété des dizaines de fois, n'en devient pas pour autant une vérité. Malgré les crimes de masse et donc le 7 octobre, et quoi qu'on pense de la façon dont ce sont à cette occasion compartis les combattants palestiniens des diverses organisations qui ont pris partie de cet événement, et malgré les crimes de masse et les immenses destructions commises par Israël depuis, Gaza n'a pas pu être conquise par l'armée d'Israël, ni le Hamas, ni le Hezbollah, ni Ansarullah, ni a fortiori l'Iran n'ont été défaits, alors que l'opinion publique internationale, y compris même pour une large part dans les pays occidentaux et dans les communautés juives, a basculé en faveur des Palestiniens. Si à cela on ajoute que l'économie israélienne s'est retrouvée plongée dans une précarité dont elle ne pourra sortir sans la perfusion massive et constante des États-Unis et des autres pays occidentaux, on comprend que cette fois, le rapport de force sur le long terme rejoint de toute façon le droit international pour converger vers une solution qui doit restaurer l'unité du territoire palestinien et y faire cohabiter la population autochtone palestinienne avec la partie de la population juive qui acceptera cette cohabitation. Donc la logique veut que, tôt ou tard, la raison prévale et permette de revenir aux sources du droit international et d'une analyse rationnelle du rapport de force sur le long terme. Lors de mon intervention en 2020, j'avais fait l'hypothèse qu'à la différence de la solution à deux États, la solution à un État était viable en introduisant sur la terre de Palestine les principes élaborés avant 1939 pour la Pologne, par la revendication du Parti socialiste juif Bund et accessoirement du Parti juif libéral antisioniste folkiste, à savoir l'autonomie nationale culturelle non territoriale de chaque groupe ethnique habitant un même État unifié. La légitimité du Bund, au moins pour les 3 500 000 juifs polonais de l'époque, avait été démontrée lors des élections municipales de 1938, qui avait vu sa victoire électorale comme premier parti juif, suivi d'ailleurs des orthodoxes religieux juifs, eux aussi antisionistes. Ce qui relativise nettement le droit de l'État d'Israël à parler au nom de tous les juifs, et en particulier des juifs qui ont été victimes du génocide hitlérien. Ce que nous venons d'affirmer n'est qu'un rappel qui nous amène à poser la question sur ce qui reste possible de faire dans la situation actuelle. Si l'on en croit le grand historien israélien aujourd'hui exilé Ilan Pappé, nous sommes arrivés à la dernière étape de l'existence du projet sioniste.
car il a perdu toute légitimité aux yeux du monde, et même toute cohérence interne pour ses partisans, aujourd'hui fortement divisés sur les fondements légitimateurs et institutionnels même de ce que devrait être le dit État juif. Or, la perte de légitimité d'un projet politique signifie ipso facto, tôt ou tard, si on se réfère à l'expérience de l'histoire, au cours des siècles, à la fin, à terme, du projet politico-idéologique concerné. Ce qui nous amène à faire des constats qui vont sans doute choquer, mais qu'il me semble nécessaire de faire dans la mesure où le devoir d'un chercheur est de constater les faits, et pas de se contenter de faire plaisir ou de se faire plaisir. En effet, si nous analysons objectivement le projet politique des partis très majoritairement représentés au Parlement israélien, et plus particulièrement de ceux appartenant au gouvernement en place à Tel Aviv, nous pouvons dire que l'État d'Israël d'aujourd'hui, c'est un peu ce qu'aurait été l'Algérie si le putsch des généraux avait réussi, ou si l'OAS était parvenu au pouvoir. Or, l'existence de l'OAS a transformé dans les faits la lutte de libération nationale algérienne d'une revendication d'indépendance et d'autodétermination pour tous les habitants de l'Algérie à une situation de cassure totale entre autochtones et colons qui s'était exprimée sous la terrible formule « la valise ou le cercueil ». Et cela même si l'OAS n'est pas parvenu au pouvoir. On peut le regretter, mais tels furent les faits, même si exceptionnellement des pieds noirs ont pu continuer à titre individuel à vivre en Algérie après l'indépendance, mais d'une Algérie devenue du coup uniquement arabe et islamique. On doit rappeler qu'il y a d'autres précédents historiques de ce type, en particulier le traité de Potsdam, signé en juin 1945 par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS, qui avait acté le fait qu'il était impossible d'envisager, après la fin du Troisième Reich, une cohabitation entre Allemands d'un côté et Polonais, Soviétiques ou Tchèques, et que la population allemande résidant dans ces pays devait être déplacée vers ce qui restait de l'Allemagne en 1945. La Yougoslavie n'avait pas été prise en compte dans ce traité, moyennant quoi on a assisté à des massacres de masse de la population allemande de Voïvodine et à l'expulsion violente du reste. Qu'en est-il dès lors sur le territoire de la Palestine historique, du Jourdain à la mer? Après les crimes de masse qui ont été commis à Gaza par l'armée d'Israël, et après ce qui se passe toujours en Cisjordanie aujourd'hui, sans négliger les répressions visant les dits arabes israéliens à l'intérieur de la dite ligne verte, et sans même mentionner ce qui se passe au Liban, en Iran, au Yémen, en Syrie, voire en Jordanie et en Égypte, est-il possible d'envisager une cohabitation des populations arabes et juives, qu'elle soit encore réalisable en Palestine, et donc comment pourrait désormais se réaliser la solution à un État? Dans ce contexte, et après ces rappels, il faut tout d'abord prendre conscience du fait que plus d'1 million d'Israéliens ont déjà émigré d'Israël. Qu'on estime à 1 million le nombre d'Israéliens qui ont gardé ou repris la citoyenneté du pays de leurs ancêtres, Pologne, Roumanie, Hongrie, etc., et qu'il y a plus d'1 million de juifs post-soviétiques dont les liens avec la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine sont maintenus. Cela est dû à des affinités culturelles, mais témoigne aussi de la nécessité pour eux de posséder une assurance-vie en cas d'effondrement du projet sioniste. Ce qui en dit long sur la fragilité du sentiment d'enracinement, somme toute limité, de beaucoup d'Israéliens envers la Terre Sainte, et ce qui contraste avec la fermeté manifestée sur le même sujet par la société palestinienne. Par ailleurs, la Russie, qui connaît bien les aléas de la situation dans le monde arabe et en Israël, a maintenu officiellement le statut juif de la région autonome du Birobidjan, créée sous Staline à la frontière chinoise. Ce projet n'avait pas produit les effets escomptés à l'époque où le Birobidjan était situé aux confins asiatiques de l'Union soviétique et à la frontière du protectorat japonais du Mandchoukouo, mais aujourd'hui il se trouve à la frontière de la très dynamique Chine, sur la voie menant vers la Corée et le Japon, pays aux économies dynamiques ou porteuses de perspectives. On comprend dès lors pourquoi les dirigeants de la nouvelle Russie n'ont pas voulu supprimer le statut juif du Birobidjan, qui est actuellement purement fictif, mais qui pourrait éventuellement servir à accueillir une population juive slavisée qui ne voudrait pas, en cas d'effritement, voire d'effondrement de l'État ou de l'économie israélienne, tenter le pari d'une cohabitation avec la population arabe palestinienne. Car ce qui s'est passé depuis le 7 octobre 2023 force autant les juifs que les arabes palestiniens à se poser la question de leur capacité à cohabiter. Si certains juifs israéliens semblent prêts à cohabiter avec les Palestiniens, d'autres n'imaginent pas cette possibilité, en particulier, bien sûr, ceux qui ont commis des exactions irréparables.
D'autres encore pourraient faire taire leurs ressentiments dans une perspective tout à fait nouvelle, ce qui nécessiterait une rupture mentale et assumée complète avec le projet sioniste, comme ce fut le cas d'autres entités politiques condamnées par l'histoire, l'Afrique du Sud, de l'apartheid par exemple. Ce qui bloque toute idée d'un État unitaire binational dans le contexte actuel, pour ceux qui sont prêts à rompre avec l'idée d'un État ethniquement pur et suprématiste, c'est en fait la question démographique, qui crée chez les uns comme chez les autres la crainte de devenir la fraction minoritaire de la population d'un tel État, à terme donc menacé ou marginalisé. Et c'est là où la question de la reconstruction du projet d'autonomie nationale culturelle non territoriale mentionné plus haut et dans l'intervention que vous avez faite en 2020 permet de trouver une porte de sortie acceptable pour toutes les parties. Car cette autonomie peut être acceptable indépendamment de la proportion d'habitants sur un même territoire. Elle garantit à tous le droit de s'appuyer sur une structure officielle protégeant la dite communauté. Bien sûr, cela nécessite d'établir des règles précises concernant la gestion du territoire, les forces de police, l'armée, les droits de propriété ou de compensation pour des propriétés perdues. Mais puisque dans un tel scénario, on aurait affaire à des Palestiniens arabes ou juifs qui auraient choisi de rester ou de rentrer dans la Palestine binationale, cela constituerait une telle rupture mentale qu'elle enlèverait la menace représentée par ceux qui restent habités par un esprit colonial excluant toute cohabitation et qui n'auraient dès lors d'autre solution que de quitter le pays. C'est cette rupture qui pourrait aussi créer une coupure mentale salutaire entre l'avant et l'après, permettant de construire les principes fondateurs et la légitimité d'une entité politique tout à fait nouvelle, et cette fois en grande partie consensuelle. Car le fondement de toute paix authentique ne peut se faire qu'à la suite d'une rupture mentale complète avec un passé douloureux et sordide qui a précédé. On a pu constater un processus similaire en Afrique du Sud, mais effectivement là-bas les choses s'y sont finalement mieux passées, puisque ce ne sont pas les forces extrémistes qui ont pris le pouvoir et mené des massacres de masse du côté de la minorité colonisatrice, mais au contraire, celles qui étaient conscientes de l'évolution de la situation internationale sur le long terme et de l'impossibilité de continuer sur la voie de l'apartheid. Il a donc été possible dès lors d'accepter la délégitimation de l'apartheid et de négocier avec la majorité de la population un compromis qui tient plus ou moins bien jusqu'à ce jour, mais qui en tout cas a réussi à promouvoir une rupture avec le passé et l'élaboration de tout nouveaux principes fondateurs. Ce qui est à l'opposé de la situation prévalente aujourd'hui en Israël, le sionisme ayant abouti à la création d'un État de plus en plus radicalement extrémiste, expansionniste et exceptionnellement brutal. Il n'y a dès lors plus d'autre solution que de rompre tôt ou tard avec le processus qui n'a abouti qu'à créer guerre et désolation dans toute la région pour refonder avec ceux qui le voudront un État ayant radicalement rompu avec la situation intérieure, un État binational unitaire avec autonomie nationale culturelle garantie pour chaque communauté. Ce qui nécessite aussi, de la part des États étrangers, de cesser d'aider un État qui s'est révélé irréformable, afin de forcer un changement radical de paradigme fondateur. Mais en même temps d'aider, dans la mesure du possible, le processus en accueillant ceux qui ne voudront pas participer à la fondation du nouvel État et en finançant le processus d'installation et de compensation des populations revenant dans leur pays. Y a-t-il encore une alternative à cette approche, hormis des guerres sans fin, financées par des puissances occidentales en crise économique et aboutissant à élargir constamment l'extension de ces guerres? Pour ma part, je pense que le point de non-retour a été atteint et qu'il n'y a pas d'autre solution pacifique que celle de poser l'unité.